rencontrer, vous nous contactez sur nos réseaux et on gère le problème dans les 24 heures. Des risques de hacking. Mais Canva, c'est devenu une compétence sur les CV, c'est une compétence officielle. Si par exemple je mets la langue, le portugais, je vais avoir énormément de templates brésiliens, de templates portugais, qu'on ne va pas trouver si on utilise Canva uniquement en français. C'est une bonne astuce. En gros, Instagram est intégré dans Canva. Donc en gros, on peut créer avec son feed à côté. C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Aujourd'hui, épisode hors format puisque j'ai le plaisir d'accueillir Canva derrière les micros du Super Daily. Depuis quelques années, Canva s'est vraiment imposé comme l'arme ultime du community manager. Tu peux à peu près tout y faire et surtout des posts à destination des réseaux sociaux. À date, 15 milliards de créas ont été réalisés avec Canva. 15 milliards, c'est vraiment énorme. Et pour échanger avec moi de tout ça, de Canva, de l'outil, de leur stratégie social media, eh bien, je suis très heureux d'accueillir Afifa Belabdoun, la responsable communication et social media de Canva France. Salut Afifia, bienvenue dans le Super Daily. Salut Thibaut. Je suis très content de t'accueillir. Merci d'être venu jusqu'à nous à Lyon. Voilà, si on avait eu un tapis rouge, on l'aurait déroulé parce qu'on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Et il y a plein de choses dont j'aimerais qu'on discute aujourd'hui. Alors je le disais, j'aimerais qu'on papote évidemment de l'outil, de ses fonctionnalités, de Canva à proprement parler, à destination notamment des créateurs de contenu social media, mais on va voir qu'il y a bien plus que ça dans Canva. J'aimerais aussi qu'on parle de la stratégie social media de la marque Canva en France, puisque c'est ça que tu gères, qu'on parle de son positionnement, des contenus qu'elle produit, qu'elle diffuse, etc. Et puis, allez, si on a un petit peu de temps qui nous reste, je serais ravi que tu puisses aussi nous parler d'IA, parce que je sais que là-dessus, vous avancez fort, qu'il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui s'intègrent petit à petit à Canva, des fonctionnalités à base d'IA, et je trouve ça très intéressant. Voilà, est-ce que ça te va comme menu ? C'est parfait. Eh bien, trop bien. Allez, pour ceux qui habitaient dans une grotte ces 5 dernières années, on va dire, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Afifia, nous expliquer ce que c'est Canva ? Canva, c'est un outil de création graphique qui n'est pas que ça, qui est aussi une plateforme de travail, une plateforme de collaboration. C'est un outil tout en un sur lequel on peut créer, partager, publier, diffuser. D'accord. Donc, outil, ça c'est un beau résumé pour énormément de fonctionnalités à l'intérieur. La première chose pour laquelle on connaît Canva, c'est surtout un espace où on peut aller créer des posts. Il y a des templates, il y a des trucs un petit peu qui facilitent mon travail de création. C'est là-dessus que vous avez été identifié, on dirait, au départ ? C'est comme ça qu'on a commencé, c'est comme ça qu'on est arrivé. Plus particulièrement, c'est comme ça que Mélanie Perkins, la créatrice de Canva, a commencé et c'est en gros ce qu'elle a proposé au départ. En gros, juste pour le dire rapidement, Mélanie Perkins, à la base, elle donnait des cours de création graphique à la fac. Elle s'est rendue compte que ses élèves mettaient beaucoup trop de temps à ne serait-ce que maîtriser les boutons, les fonctionnalités de ces outils traditionnels, et c'est comme ça qu'elle a imaginé une plateforme sur laquelle on pourrait créer du contenu facilement. Donc en gros, la question de la facilitation, de la simplification, elle est dans l'ADN même de Canva et c'est ça la démarche. Et c'est d'ailleurs ce principe-là qu'on a gardé autant sur la première plateforme, qui était vraiment une plateforme uniquement de création visuelle, mais qu'on a ensuite développé sur les autres programmes qu'on a développés, c'est-à-dire Canva Éducation, parce que Canva est gratuit pour les enseignants, donc il a fallu mettre en place une plateforme dédiée pour eux, qu'on a développé tous les outils qui pourraient être utiles pour les entrepreneurs, pour les marques, pour les indépendants et pour les créateurs plus ou moins professionnels ou non. Donc c'est vraiment ça la particularité de Canva, c'est qu'on a pu faciliter et démocratiser l'accès au design. Ouais, et c'est quoi qui fait la différence justement entre un Canva et un Photoshop ? Parce que quand on commence à appréhender les arts graphiques, ou en tout cas la création graphique, eh bien, premier réflexe, c'est de dire il faut que tu maîtrises Photoshop. Quelle est la différence entre ces deux outils, Canva et Photoshop ? La différence, en fait, c'est justement ce qui est dans l'ADN de la marque, c'est-à-dire la simplification. On peut utiliser Canva ou Photoshop pour faire deux visuels qui vont être plus ou moins identiques. L'approche sur Photoshop va être une approche de spécialiste.
Et l'approche de Canva, c'est pas que le visuel qui va être créé sur Canva va être de moins bonne qualité que sur Photoshop, c'est que l'approche de la création est différente. D'abord, on a un système de copier-coller sur Canva, on a un réflexe de création qui est complètement différent. Alors que sur Photoshop, évidemment, la personne qui va utiliser Photoshop connaît déjà les principes du design, est totalement libre, peut commencer sur un Canva complètement blanc. Page blanche. Une page blanche, voilà. Alors que sur Canva, on peut avoir de l'aide, etc., même si on peut aussi commencer sur une page blanche. On peut penser à tort que Canva, c'est pour les gens qui n'y connaissent rien en design et que Photoshop, c'est uniquement pour les spécialistes. Sauf que on sait qu'il y a énormément de graphistes et de professionnels qui vont utiliser Canva pour faire des visuels qui sont faciles. Et l'avantage aussi des graphistes qui vont utiliser Canva, c'est que ils vont utiliser un template, mais ils vont savoir bien le transformer, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir voir que c'est un Canva. Et donc, qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet à ces graphistes de pouvoir accepter plus de clients parce qu'ils ont un outil qui leur permet d'aller plus vite aussi. Donc, je pense que Canva, c'est un petit peu ça l'avantage, c'est qu'en démocratisant, ça simplifie et ça permet d'accélérer le processus de création. Donc, je pense que c'est ça la principale différence. Qui sont exactement les clients de Canva aujourd'hui ? Parce que là, tu nous parles de graphistes. Ouais. Moi, forcément, compte tenu de mon métier, je pense très très fort aux tous les CM de France qui, à un moment donné, utilisent Canva, c'est sûr et certain. Je pense aussi on voit même que vous avez des templates autour de menus de food. Il y a des templates pour tout aujourd'hui. Qui sont ces clients et comment ils se répartissent ? C'est quoi le pourcentage ? Est-ce que tu as des infos à nous donner là-dessus ? La particularité des utilisateurs de Canva, elle est aussi spécifique que la particularité qui constitue la population en France ou dans n'importe quel pays. C'est-à-dire qu'on a vraiment des personas très variés, de tout type. Ça peut aller de la grand-mère qui est contente de faire une carte pour Noël à une maman qui va faire une carte pour l'anniversaire de ses enfants, à un CM qui va gérer sa communication, à un entrepreneur, au boulanger du coin qui se dit pourquoi finalement je ne ferai pas moi aussi la communication puisque c'est facile maintenant. À l'association du coin, le club sportif, etc. Exactement. Donc en fait, on a vraiment des cibles qui sont très très larges et d'une année sur l'autre, on a des priorités. Par exemple, là, cette année, on sait que la priorité, ça va être les étudiants et ce qu'on appelle les knowledge workers. Donc en gros, on est sur des travailleurs indépendants, des étudiants. Là, ça va être vraiment la priorité de cette année. Mais sinon... Donc c'est la priorité de cette année pour ma spécialité, pour ce qui me concerne, c'est en gros la communication, etc. On fait un focus sur ça et aussi parce que c'est en écho avec les fonctionnalités qu'on sort. Donc on sait que la fonctionnalité d'IA, les knowledge workers et les étudiants, c'est ceux qui vont être le mieux à même de les tester en priorité. Et sinon, on a une audience qui est très large en fait. Et c'est un petit peu ça l'enjeu. Et c'est aussi pour ça qu'on a chacun des spécificité et que par exemple le CM qui s'occupe de la communauté éducation ou de la communauté Creators va pas avoir les mêmes objectifs que la personne qui est en charge de promouvoir l'outil, de promouvoir le produit ou même du social media en général. Alors je disais, c'est devenu vraiment aujourd'hui Canva l'outil de référence des community managers. C'est dans le starter pack quasiment obligatoire. Je me lance comme CM. Je pense même qu'on l'apprend à l'école. Aujourd'hui, il y a des écoles de CM et on leur dit outil, Canva, c'est la base. Est-ce que ça, tu nous parlais de la fondatrice de Canva, est-ce que c'était dans l'idée de départ, donc tu as dit démocratiser la création visuelle, mais est-ce qu'il y avait d'ores et déjà un angle social media dans l'approche fondatrice de Canva ? La priorité au départ, ce n'était pas le social media. La priorité au départ, c'était créer du contenu, faciliter la création de contenu et surtout se focus sur l'outil. C'est-à-dire que même nous, on a attendu... Moi, je travaille chez Canva depuis 7 ans, par exemple, et on a attendu 4 ans avant de lancer les social media, avant de lancer les comptes et le réseau social. Donc, on a vraiment attendu que l'outil marche, que l'écosystème Canva soit en place pour penser aux social media. Mais évidemment, par contre, ce qu'on savait, c'était que le contenu allait devenir crucial et qu'il allait se développer. Donc, sur les réseaux, on s'en doutait, mais pas uniquement sur les réseaux. On savait que on s'attendait à une démocratisation du contenu, pas uniquement via Canva, mais en général aussi. Ouais. Alors Afifia, toi tu es aussi la responsable social media de Canva France. Voilà, du coup, j'ai bien envie qu'on parcourt ensemble les différentes plateformes sur lesquelles vous êtes et que tu nous expliques comment vous bossez chez Canva. Alors,
Tu l'as dit, Canva, c'est une entreprise américaine initialement. Et Non, toi, australienne. australienne. Waouh, ok. Tu vois, je dis une bêtise directement, donc je me corrige, pardon, australienne. Toi, tu pilotes le social pour la France. Comment est-ce que vous organisez cette dimension internationale? Comment est-ce que ça marche? Est-ce que la stratégie social media, elle est centralisée en Australie, puis toi tu déclines, ou comment ça marche? Alors, la stratégie social media, c'est l'exact reflet de la stratégie de Canva à échelle internationale, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie internationale et l'idée, c'est de la localiser dans chacun des marchés. On la localise pourquoi? D'abord parce que la localisation, c'est un enjeu majeur pour l'outil, parce que d'un pays à un autre, on n'a pas les mêmes réflexes de création, on n'a pas les mêmes réflexes d'éducation, par exemple, pour Canva qui est éducation, pas forcément les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes spécificités. Par exemple, en France, le CV, le template qui est le plus téléchargé, c'est le CV. C'est une spécificité française. Le CV est un template qui est très populaire sur Canva, mais c'est uniquement en France qu'il est le plus téléchargé. Ah ouais, incroyable. C'est ça le template le plus téléchargé en France, c'est le CV. Ouais. Ok, d'accord. Et donc ça, c'est une spécificité. Et l'idée, donc, c'est de pouvoir créer une proximité avec l'audience, donc faire en sorte qu'on puisse proposer un outil localisé, donc un outil dans lequel l'audience puisse se reconnaître. Donc ça, c'est la première particularité. Et l'autre, c'est une question de cohérence. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de pouvoir, on a une stratégie globale, stratégie internationale, et l'idée, c'est de la localiser sur le marché. Localiser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas forcément dire dupliquer, même si on peut dupliquer un contenu qui va fonctionner. Mais on doit faire attention, il faut bien connaître l'audience, parce qu'un contenu qui va fonctionner sur le compte Canva anglophone peut être un gros flop sur le compte français ou sur les comptes des autres pays. Donc, on fait vraiment en sorte de bien connaître l'audience, de repérer ce qui peut fonctionner ou pas. Si ça fonctionne, on le localise sans problème. Pour le reste, on alterne un contenu de localisation sur le social media avec du contenu qui est vraiment dédié au marché français, où là, on est un peu plus libre. Donc, en gros, on propose le contenu qu'on estime bon pour l'audience. Et surtout, on n'a pas de stratégie fixe, c'est-à-dire qu'on s'adapte. On fait des mises à jour très fréquentes sur la stratégie, quel type de contenu on va prioriser, etc. Donc on s'adapte, et encore plus depuis le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'au Covid, on était surtout une outil de création graphique. Et avec le Covid, on a été obligé de s'interroger et de se demander comment on peut aider nos utilisateurs. Et à ce moment-là, on a pensé à notre outil en termes de service, et ça a tout débloqué. C'est-à-dire qu'on a, à partir de là, lancé les programmes Canva Éducation, lancé les programmes Canva Creators, proposé des programmes Canva en équipe. On a développé ça et ça a transformé la plateforme. On est passé d'une plateforme de création graphique à une plateforme collaborative, à un écosystème tout en un, où même l'équipe Canva, l'équipe Canva utilise pour travailler. Ouais, alors justement, ça, juste avant qu'on commence cet épisode, tu m'as dit, tu sais, Canva, c'est pas juste un outil, c'est un écosystème. Alors j'aimerais bien qu'on discute de ça. C'est vrai que l'évolution qu'a connue Canva, elle est impressionnante. Si ça fait, je sais pas, 1 an que vous n'êtes pas allé sur Canva, vous allez un peu halluciner, parce qu'on est très loin de l'outil exclusivement de création graphique. Bien sûr, ça reste le cœur, on va dire, du réacteur, mais il y a tous ces outils collaboratifs qui se sont agglutinés par-dessus l'outil de création graphique en lui-même. Quel est l'objectif intrinsèquement là-dessus? Est-ce que c'est l'idée d'avoir une espèce d'outil all-in-one pour les équipes, pour créer ensemble? C'est tout à fait ça, c'est l'idée. En gros, l'idée, c'est de pouvoir considérer Canva comme un tableau de bord sur lequel on peut piloter sa vie pro. Que ce soit pour gérer ses dossiers, trouver des idées, etc. C'est le fait d'avoir une base tout en un. C'est ça le but. Donc, alors là, il y a beaucoup de choses. Alors, revenons sur les réseaux sociaux. Canva France. Canva France, c'est surtout sur Instagram que vous êtes très actif. Instagram et Facebook. Instagram. Et on a commencé TikTok il n'y a pas longtemps. Ah, très bien. Alors, en fait, tu vas me raconter vos premiers pas sur TikTok, mais avant tout ça, @Canva France, 37 500 abonnés, si je ne dis pas de bêtises. Comment elle s'organise aujourd'hui, l'équipe social media de Canva France spécifiquement? Vous êtes combien et quelle est sa structuration, son mode de fonctionnement? Alors, pour les contenus localisés, on utilise des contenus qui vont être créés par l'équipe de design. Donc, du coup, ça, c'est des contenus qu'on va pouvoir localiser. Pour les contenus autres qui ne sont pas des contenus localisés depuis le contenu anglophone, moi, je me charge de la création de contenu. Attends, c'est Afifi en personne qui gère tout ça. Ok, d'accord. Regardez, ça aussi, je trouve que c'est une très bonne leçon. C'est que ça veut dire que vous pouvez être responsable comme de Canva France et continuer vous-même à produire du contenu. Ouais. Et je travaille en binôme avec une personne qui s'occupe du CM. Et donc, en gros,
cette personne-là, qui est donc Anne-Gaëlle, qui fait un super boulot. C'est elle qui répond à tous les messages, qui gère toutes les demandes des utilisateurs. Il faut savoir que nos réseaux sociaux sont très utilisés par les utilisateurs Canva pour nous contacter directement. C'est-à-dire que si vous avez un problème, vous nous rencontrez, vous nous contactez sur nos réseaux, que ce soit Facebook ou Instagram, et on gère le problème dans les 24 heures. Donc c'est un gros travail de collaboration. Et puis, on travaille aussi en collaboration avec les équipes des autres pays, que ce soit le Brésil, le Japon, les États-Unis, l'Australie, l'Asie, certains pays d'Asie, notamment les Philippines et l'Indonésie. Et on travaille, on fait des reports hebdomadaires où on voit ce qui a pu marcher, ce qui n'a pas marché. Si quelqu'un a testé un truc nouveau, on va essayer, voir si ça fonctionne aussi dans nos pays, etc. Donc en fait, on a une approche collaborative, même si on est vraiment deux à gérer le marché français. En vrai, c'est un travail d'équipe qui est beaucoup plus élargi et qui n'est pas uniquement... c'est pas uniquement... Et vous partagez des assets de marque, si je comprends bien. C'est-à-dire que tu as une équipe créa qui aussi crée des assets de marque qui sont mis à disposition des différents pays, c'est ça ? Alors, oui, on a tous une guideline, on a une ligne visuelle à respecter, donc évidemment, on le conserve, on est briefé sur ça, etc. Et quand ça change, on doit s'updater, et ça change régulièrement, donc ça, c'est clair. Et sinon, pour ce qui est du contenu localisé, donc du contenu anglophone, en fait, on se tient informé de tous les types de contenus qui sortent, que ce soit des contenus sur les comptes anglophones, mais aussi que ce soit des contenus sur les différents blogs des différents pays, etc. L'idée, c'est vraiment de faire de la veille. C'est même quand on est chez Canva, on fait de la veille Canva. Donc, du coup, oui, c'est comme ça. On essaie de voir, de comprendre un petit peu quel type de contenu peut être utile pour le marché français. C'est aussi pour ça qu'on pose beaucoup de questions à nos utilisateurs français. On pose des questions directement. Ça permet de pouvoir engager la communauté autour de thématiques qui nous intéressent. Ça va nous donner des idées sur les posts à venir, sur les outils à améliorer. Nous, on a grandi grâce à nos utilisateurs. Ils nous ont fait tellement de retours de feedback que ça nous a permis d'améliorer des choses, etc. Donc, ça nous permet d'améliorer à la fois le contenu sur le social media et à la fois les outils, les fonctionnalités sur la plateforme. Oui, parce que donc il y a Canva France et puis il y a aussi le compte international Canva qui lui c'est 1,4 million de followers. 1,4 million de followers, ça fait comme tu dis beaucoup d'insights, de retours et de conversationnel. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour intégrer ce conversationnel dans votre roadmap produit, dans votre roadmap serviciel ? En gros, à quel moment, quels sont les outils ou comment vous faites pour organiser la prise en compte des conversations qu'il y a sur votre plateforme pour derrière faire évoluer votre outil ? Rapport mensuel. Ok. En rapport mensuel, on a un deck sur Canva sur lequel tous les pays vont reporter les retours majeurs. Et le but, c'est pas de mettre tous les retours, c'est de mettre les retours les plus pertinents, soit parce qu'ils sont très pertinents, soit parce qu'ils sont très nombreux autour d'une même thématique. Donc signaux forts, quantitatifs, pur et dur, il y a un problème là. Et puis signaux faibles aussi, j'imagine. Exactement. C'est pas vraiment... En fait, on va dire qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie urgente. Donc en gros, y a eu beaucoup de reports par rapport à telle fonctionnalité, etc. Ce serait bien de le régler parce qu'il y a une demande qui est assez forte. Ou alors une remarque qui va être ultra pertinente, mais il n'y a qu'une seule personne qui va nous la dire. Et ça va être de côté, une fois qu'on aura réglé le problème urgent. Et donc voilà. Et du coup, une fois qu'on aura terminé les problèmes urgents, les techniciens auront une liste de choses à faire pour améliorer, etc. Et c'est à eux de choisir ce qu'ils veulent régler en premier. Alors, j'ai une question dans le chat, là, tout de suite, qui me dit ça serait intéressant de savoir s'ils ont eu déjà à gérer de la communication de crise. Est-ce que c'est un élément par lequel vous êtes déjà passé ? Et comment, du coup, vous intégrez la dimension internationale dans cette gestion de crise ? Alors, une fois ça nous est arrivé 2 fois. Moi, je travaille chez Canva depuis 7 ans. En 7 ans, ça nous est arrivé 2 fois. Et à chaque fois, ça a été que pour des problèmes, du coup, qui ont été... réglés rapidement, c'est-à-dire en gros des signaux, des risques de hacking assez forts. Donc à ce moment-là, le pays qui est concerné le remonte sur le channel de crise, sur Slack, et à partir de là, c'est les personnes qui sont basées en Australie, donc c'est l'équipe vraiment CEO qui va régler ça et qui va scaler ça. Ok. Qui sont les personas social media de Canva France ? Tu disais tout à l'heure, notre clientèle, nos clients, ils peuvent être un peu partout. Ils sont sur tout secteur d'activité. Ils sont très divers. Mais qu'en est-il de votre stratégie social media en France, notamment ? Est-ce que vous avez des personas très établis et très précis ? Alors, il faut savoir qu'en France, 75% de nos followers sont des femmes. Ok.
Ça se traduit par, au niveau des profils qui vont nous suivre sur Insta, on va avoir beaucoup de CM, évidemment. Les enseignantes, beaucoup plus d'enseignantes que d'enseignants. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup plus de comptes d'enseignantes que d'enseignants sur Instagram. Pas mal d'étudiants, des créateurs, donc que ce soit des créateurs de contenu, mais aussi des créateurs artisans. Je pense que c'est vraiment le plus gros reflet des gens qui nous suivent. Et puis évidemment, les entrepreneurs. Donc ça, ce sont tous tes personas que tu cherches à toucher. Puis en face, j'imagine que tu as des piliers de contenu pour t'adresser à eux, en tout cas des sujets récurrents. Comment ça marche ? Moi, j'ai vu un gros sujet autour de l'utilité de marque, avec beaucoup de tips, d'astuces. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, il y a différents types de contenus et on modifie la stratégie. Au fil de l'année, on doit faire une update. On fait 1 à 2 updates de la stratégie. L'idée, c'est vraiment de s'adapter aux besoins aussi de l'outil et aux besoins de nos développements et de nos campagnes. Donc, selon les campagnes, évidemment, on va avoir des thématiques différentes. Mais on a quand même des types de contenus de base. Premier type de contenu, c'est le tutoriel. Voilà, le tuto, reproduire un truc, etc. L'autre type de contenu, évidemment, c'est la question qu'on a développé il y a très peu de temps. On l'a commencé il y a très très peu. Donc c'est la question directe à votre communauté. Questions directes à la communauté en post. Avant, on a toujours fait des questions directes sur Facebook et en story, mais c'était la première fois qu'on testait sur Instagram. On a été agréablement surpris, non seulement des réponses, mais en plus de la qualité des réponses. Parce que sur Facebook, on a une audience qui est plus entrepreneur, plus traditionnelle. Et sur Instagram, on a une audience dans laquelle il y a des entrepreneurs, des créateurs, mais qui sont plus dans la création. Alors que sur Facebook, on est plus dans la communication traditionnelle au niveau de l'audience. Donc ça, c'est déjà une principale, c'est intéressant. Une principale différence. Donc voilà, c'est les tutoriels, les questions directes et tout ce qui est conseils. Et parmi les conseils, il peut y avoir des conseils autour des outils ou des conseils autour des templates, faire découvrir les templates, les éléments, etc. C'est-à-dire en gros donner des mots-clés, quels mots-clés on va utiliser pour trouver tel ou tel outil, et aussi partager les nouveautés. S'il y a de nouveaux templates qui arrivent ou nouveaux éléments qui arrivent et qui sont pertinents par rapport aux besoins de notre audience, on va les partager. C'est quoi l'objectif principal de votre présence de marque sur Instagram aujourd'hui, Canva ? Partager les valeurs et le savoir de Canva. C'est by the book, ça sort direct. D'accord, très clair. Donc du coup, j'ai l'impression que le sujet de l'acquisition, c'est pas vraiment au cœur de vos actions, notamment sur Instagram. Par contre, que côté dark social, on va dire, donc SMA publicitaire pur et dur, là vous êtes plutôt actif. J'ai vu qu'il y a 40 annonces simultanées là, qui tournent en ce moment entre sur Meta, entre Instagram et Facebook. Ça, c'est le CMA, c'est quelque chose qui est géré toi à ton niveau dans ton service social media, ou est-ce que vous externalisez ça, c'est quelque chose qu'on fait en collaboration avec l'équipe de Gross Marketing. Alors après, l'équipe SM chez Canva social media, elle est intégrée dans l'équipe Gross Marketing, donc on travaille en collaboration. Parmi les posts qui vont être pushés, il y a des posts qui sont des posts qui ont bien marché sur le compte Insta et qui du coup vont être pushés. Mais il y a également des contenus publicitaires qui sont localisés par Léa, donc qui est la language manager de Canva, qui est très précieuse chez Canva puisqu'elle gère la localisation. Donc c'est grâce à elle qu'on a du contenu ciblé, que les publicités sont ciblées, etc. Et donc voilà, donc c'est un travail d'équipe, mais l'équipe qui va décider au final de pusher tel ou tel poste, c'est évidemment le responsable gross marketing qui s'appelle Oleg Burkov. Eh ben on le salue. Est-ce que aujourd'hui 100% de vos contenus qui sont en SMA ou qui soient sur vos posts, ils sont créés par Canva? Est-ce que c'est un obligatoire, ou est-ce que de temps en temps vous dites non mais là je vais quand même utiliser un autre outil? Comment ça marche? On utilise Canva de A à Z. C'est un obligatoire? C'est on se pose pas la question, là, c'est évident qu'on utilise Canva. Je pense qu'on ne se ferait pas taper sur les doigts si on utilisait d'autres outils, peut-être pour des campagnes ou des choses comme ça, mais pour ce qui est du contenu webinar, conférence, social media, en tout cas le contenu qui relève de ma spécialité, j'utilise Canva de A à Z. Alors, si comme moi, vous passez du temps forcément sur les réseaux sociaux, vous êtes tombé vous aussi sur des experts autoproclamés en Canva. Il y en a une ribambelle, rien que sur TikTok. Le hashtag Astuce Canva a généré 10,5 millions de vues
ce qui est faramineux. Et il y a aussi du coup des influenceurs maintenant, des KOL dédiés à Canva qui vendent des formations Canva. Voilà. Et ça, c'est assez incroyable ça pour une marque d'avoir ces KOL qui évidemment recommandent mon outil, le mettent en avant. Et en même temps, cet écosystème qui se crée autour de ma marque, il cherche un peu à manger sur le dos de la bête, non ? Comment vous gérez ça ? Mais tant mieux qu'il y ait des gens comme ça qui fassent du contenu, et il y en a qui font du contenu autour de Canva qui est ultra inspirant, qui est génial. Et justement, là, on a 2 programmes qui sont intéressants pour les gens qui créent des formations autour de Canva ou qui vendent des formations autour de Canva. Parce qu'en fait, on nous a demandé ces dernières années si on avait un label de certification ou des choses comme ça. On travaillait sur ça, on avait en test un label Canvassador, qui est donc un ambassadeur Canva, qui a commencé aux États-Unis et en Australie, qui a bien fonctionné. Et donc, on a décidé de l'intégrer en France, et c'est juste en train d'arriver. C'est en train d'arriver en même temps que le programme Canva Creators. Canva Creators, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme où un créateur, professionnel ou pas professionnel, va créer du contenu, que ce soit un template, un élément, une typographie, n'importe quoi, va l'intégrer dans Canva, il va être rémunéré pour ça, et il va être rémunéré chaque fois que son élément ou son visuel va être utilisé par un utilisateur Canva. Ça, c'est le programme Canva Creators. À côté de ça, on a le Canvassador. Canvassador, c'est un ambassadeur Canva, soit parce qu'il a déjà créé du contenu sur Canva Creators et il a créé beaucoup de contenu, et donc c'est un king sur la plateforme, donc Canvassador, ou alors ça peut être d'autres types de créateurs ou d'entrepreneurs ou de formateurs autour de Canva, et donc qui peuvent avoir ce statut-là, statut de Canvassador. C'est quelque chose qui permet déjà une première certification, donc qui permet déjà de faire une différence de statut entre ceux qui font des formations sous le statut Canvassador et ceux qui font des formations sans le statut Canvassador, bien que on peut faire un contenu qui est excellent autour de Canva sans avoir ce statut. Encore une fois, le statut est très récent. Donc vous êtes très à l'aise avec ça. Parlez de notre produit, parlez de nous. Oui. C'est cool. Et là, juste, tu parlais des templates. Ouais. Effectivement, question, c'est tous les templates là, qu'il y a aujourd'hui disponibles sur Canva, il y en a des milliers et des milliers. C'est qui les a fabriqués jusqu'à présent ? Ce serait dur de les compter. Mais c'est chez vous, c'est les équipes internes. Tout comme c'est très dur de compter le nombre de templates qu'il y a sur la plateforme. Oui, c'est Canva. Ok, donc tout simplement. C'est Canva, donc ça c'est quand même extraordinaire. Donc tu disais ce programme Canva Creator où là Canva qui va ajouter des contenus supplémentaires. Donc il y aura également des contenus de créateurs qui ne sont pas des contenus internes créés par des internes chez Canva, mais qui sont des Canva Creators. Et on a des Canva Creators de qualité. Et là, justement, on est en train de travailler avec le CM Creators sur la stratégie de valorisation de ces créateurs, parce que comme ils commencent à arriver en France, on a une liste. Donc, on commence maintenant on va lancer une nouvelle stratégie de Creators du mois, mettre en avant ces nouveaux créateurs, etc. Et tout. Et ils font des contenus canons. Ah bah, j'imagine, bien sûr. C'est canon. Ouais, j'imagine. En plus, tu peux avoir des pattes spéciales, etc. Donc ça, c'est Canva qui se rapproche encore plus de la creator economy, on va dire. Aujourd'hui, comment vous voyez les choses côté Canva ? Initialement, vous êtes un outil d'aide à la création graphique, on va dire, de simplificateur. Et puis on voit bien, cette intuition de départ autour de la création de contenu, elle s'est révélée juste, puisque maintenant elle est au cœur d'à peu près tout. Et il y a des métiers, un nombre de métiers faramineux qui se créent exclusivement autour de la création. Ça, là-dessus, vous sentez une légitimité ou un besoin de nourrir ? Alors là, vous mettez en place cet outil. Est-ce que vous entretenez des relations particulières avec les nouveaux créateurs, avec cette créateur économie ? Alors, quand tu dis créateur économie, tu veux dire les créateurs en général ? Je pense par exemple, effectivement aux youtubeurs, aux tiktokers, à Twitch, etc. Tous ces gens qui aujourd'hui gagnent leur vie, ou en tout cas cherchent à le faire via leur production de contenu. C'est eux qui ont contribué pour beaucoup à la popularité de la plateforme. C'est eux aussi qui participent. Parce qu'on pourrait très bien avoir un outil qui fonctionne très bien, voilà. Mais l'avantage en fait d'avoir le soutien et la visibilité via ces créateurs, c'est que ça favorise la transmission des valeurs et la réputation ultra positive de Canva. Parce que cette facilité-là rend l'outil, comment dire, kind, très gentil, très doux. Et donc en fait, il y a toute une atmosphère autour de ça qui fait qu'on a dépassé un petit peu le simple stade de un outil qu'on utilise ou qui est utilisé par les créateurs. C'est-à-dire qu'on est nous-mêmes créateurs, on se considère comme ça.
Ouais, ça, c'est Donc on fait intéressant. complètement partie de cette créateur économie, on est complètement dedans, on n'a pas l'impression d'être différent ou de leur apporter, on se nourrit aussi beaucoup des créateurs qui nous inspirent, etc. On voit pas ça comme on va aider les créateurs à mieux créer, on les aide et on partage, mais on fait en sorte d'être aidés aussi. Allez, j'aimerais qu'on parle maintenant, qu'on se refocus sur l'outil à Ok. proprement parler, l'outil et ses fonctionnalités. Initialement, on l'a dit, Canva, c'est cet outil de création graphique, voilà, qui te permet de faire, d'un point de vue social media, des posts statiques, bien chartés, efficaces, jolis. Ça, c'est un peu le point de départ. Pardon, mais avec la domination des formats vidéo, eh bien, on vous a vu vous déplacer là où peut-être, moi le premier, je ne vous attendais pas, notamment aujourd'hui avec ces packs d'outils qui permettent de produire facilement des contenus vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui, Canva souhaite être aussi une alternative à un logiciel de montage vidéo ? Canva souhaite être une alternative à tous les types de contenus, à tous les types d'outils qui permettent de générer du contenu. Donc on ne se donne pas de limites. On a commencé en vérité l'intégration de vidéos il y a un peu plus de 2 ans quand même. C'est pas récent. Je me souviens de petites choses qui bougeaient, où tu pouvais, faire au mieux des gifs animés, ou en tout cas faire glisser des typos, des petites choses. Là maintenant, c'est un vrai outil de montage, quoi. Ouais. Et encore, ça va encore évoluer dans les mois à venir. Et donc l'idée, c'est que même là, l'outil vidéo est encore en test. Donc on regarde, là on suit de très près les retours des gens à ce propos. Et oui, l'idée c'est aussi de développer la vidéo. Clairement, c'est un petit peu ce qui nous manquait. Alors on me demande tout de suite, est-ce qu'il va y avoir des fonctionnalités avancées type sous-titres automatiques par exemple ? C'est prévu. C'est prévu, un saut graphique qui pose la question. Quel type de contenu vidéo aujourd'hui je peux réaliser avec Canva ? Je pense qu'on peut réaliser tout type de contenu de vidéo. Alors évidemment, on n'est pas sur de la cinématographie, hein. Mais tout ce qui est contenu visuel, vidéo pour les réseaux sociaux, vidéo promotionnelle, que ce soit même pour une vidéo enregistrée, puisqu'on peut enregistrer maintenant ses propres présentations, on peut s'enregistrer en train de faire sa propre présentation. Donc ça, c'est des contenus qui cartonnent. Faire une voix off, tu veux dire par-dessus, Non, hein. se filmer. À se filmer, ok. On se filme et du coup, tu présentes, t'as ton support de présentation et il y a ta petite tête dans un rond qui parle, etc. Okay. Et ça, c'est très utilisé dans les newsletters notamment. Donc ça cartonne. Et d'ailleurs, je crois qu'en termes de vidéo, après, c'est arrivé avant les nouvelles fonctionnalités de vidéo, donc c'est normal, mais c'est vraiment une des fonctionnalités vidéo qui est la plus utilisée. On est dans le top 3, hein, la présentation filmée. Donc voilà, ça c'est le genre de type de vidéo. Et puis après, oui, tout ce qui est social media, donc TikTok, Instagram, tout ce qui est transition courte, certains passages de vidéos sur YouTube. Alors après, pour tout ce qui est vidéo YouTube ou vidéo plus créative, plus poussée, on est encore dessus, on a encore des choses à améliorer. Mais vous voulez y aller, clairement, quoi. Vous voulez aller sur, tu l'as dit, tous les territoires de création. L'ADN, en fait, je le redis, c'est vraiment de simplifier tout ce qui est complexe. Donc en gros, là, on a fait la vidéo parce que maintenant, au niveau du contenu, on est bien en place. Là, on est sur la vidéo, donc on simplifie, on fait en sorte que ce qui est compliqué dans la vidéo et ce qui n'était pas encore accessible sur Canva le soit maintenant. Par exemple, là, il y a un outil qui est génial qui est le sync. C'est-à-dire, en gros, on peut synchroniser, adapter directement la musique sur la vidéo. Et alors, c'est un truc qui prend tellement de temps d'ajuster la musique sur la vidéo pour qu'elle se cale bien, etc. Là, il y a un bouton qui le fait automatiquement. Et c'est ce genre de fonctionnalité sur laquelle on travaille pour faire en sorte que le montage vidéo puisse être facile. L'idée, c'est pas de monter sur Canva de la même façon qu'on monterait sur d'autres outils. L'idée, c'est de monter différemment avec la même facilité, la même intuitivité qu'on aurait pour créer un visuel statique. Donc, il y a une des forces de Canva, c'est ces templates, on en a parlé, mais il y a aussi la possibilité d'avoir en un même outil ces banques de contenu libre de droit. Hein. Donc, tu as des banques d'images, tu as des banques de vidéos aussi maintenant. Ils viennent d'où ces contenus ? Quelle est la typologie de partenariat que vous avez Canva pour accéder ? Est-ce que c'est du contenu Shutterstock ? Vous avez un partenariat avec Shutterstock, avec Getty, je ne sais pas, ou comment ça marche ? Alors, on a un partenariat avec Getty, donc on a certains contenus qu'on a pu intégrer via Getty. On a aussi beaucoup de contenus qu'on crée nous-mêmes, énormément de photos, etc., notamment les studios. On a beaucoup de studios à la base. On avait des studios principalement en Australie et en Indonésie et Philippines, parce que c'est pas très loin, donc les studios étaient là-bas, donc pendant longtemps, on tournait là-bas.
Et là maintenant, on travaille avec des photographes attitrés, des vidéastes attitrés qui travaillent pour Canva et qui font du contenu. Et on n'exclut pas de développer de nouveaux partenariats. Là, par exemple, on vient de développer un partenariat avec Monotype. Donc, on a intégré de nouvelles typographies sur la plateforme, des typographies ultra créatives d'ailleurs. Donc, voilà. Parce que ça, je trouve que c'est le gros élément différenciant avec des applications 100% dédiées à la vidéo et au montage vidéo. Je pense à CapCut, évidemment, où finalement, c'est un bel outil de montage vidéo pour faire du 9/16e, mais il me manque des trucs. Si j'avais besoin d'intégrer, je sais pas, un insert d'iPhone et de pouvoir mettre ma vidéo dedans, là, je vais bien être coincé. Si j'ai besoin d'intégrer une jolie typo, c'est pareil, je l'ai pas. Tout ça, vous avez la force aujourd'hui chez Canva d'avoir tout ça intégré, quoi. Ouais. Ouais, ça, c'est c'est ce qui fait qu'ils sont là, hein, Canva. Alors, je parlais de templates tout à l'heure. Ces templates, ils sont pour moi aussi, je trouve ça c'est intéressant, une belle source d'inspiration pour trouver des formats. Je trouve que c'est même intéressant, parfois sans dire en tout cas, nous, c'est une pratique qu'on a, hein, sans forcément utiliser votre outil à chaque fois, mais en tout cas d'aller voir ce qu'il y a comme format. Parce qu'on va découvrir une nouvelle manière. Il y a tellement de templates différents que tu vas trouver une manière d'agencer et puis te dire, tiens, c'est un bon point de départ, je pourrais partir dans cette direction. Comment est-ce que vous vous organisez pour adapter vos templates aux trends des réseaux, aux trends du moment? Parce qu'évidemment, il faut répondre à plusieurs choses. C'est d'une aux trends graphiques. Hein. Ça, c'est aujourd'hui, si on va sur votre compte Instagram ou sur le compte Instagram de Canva, on voit bien que vous êtes très au fait des tendances graphiques, du fluo, du Y2K, si c'est le moment, etc. Et en même temps, des trends de format. Comment vous faites la combinaison de ça? Vos équipes créatives, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde là chez Canva. Ouais, alors pour les formats, nos designers, on fait confiance à la veille de nos designers. Hein. Ouais. On les recrute aussi pour leur connaissance et pas uniquement pour l'aspect création graphique. Pour les tendances, je suis assez mitigée. Et effectivement, on fait attention à ce qui semble populaire. Mais on ne se focus pas sur ce qui est populaire et on ne fait pas en sorte de créer du contenu parce que ça va être populaire. On fait en sorte de proposer du contenu qui est varié. On prend des risques. C'est-à-dire parfois, il va y avoir une série de templates qu'on va sortir qui ne va pas forcément être ultra populaire, forcément, mais peut-être qu'il va l'être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est ça, en fait, la force de Canva. On ne va pas se dire qu'on va créer du contenu. D'ailleurs, lancer une campagne ou lancer une série de visuels ou mobiliser des équipes, ce n'est pas uniquement pour faire quelque chose qui est tendance à l'instant T. Donc, on n'est pas vraiment dans cette approche. On fait en sorte de suivre et d'essayer de comprendre ce que l'audience aime et ce qui est populaire en France, mais ce n'est pas un principe de travail et de développement. Moi, j'attends que vous fassiez un truc, c'est faire la même chose que Pinterest et que vous fassiez vos Canva Predict, parce qu'en fait, je pense qu'au cœur, je ne sais pas si tu vois Pinterest Predict, cet outil de prospective qui te permet de savoir quelles vont être les tendances à venir. En fait, vous l'avez ça. Il y a 15 millions de contenus qui sont créés sur Canva, il y a des millions d'utilisateurs de Canva qui cherchent du contenu, qui produisent du contenu, et du coup, les tendances, elles sont en train de se créer en direct chez vous. Ça serait ultra intéressant pour nous, agences, pour les autres créateurs, de pouvoir bénéficier de ces insights, de dire ces contenus-là, ils ont été publiés tant, mais il y a eu une longue traîne et ils ont redécollé un petit peu plus tard, donc il y a quelque chose qui se passe, il y a un début de... C'est un truc auquel vous pensez? C'est une belle idée. En fait, on partage régulièrement dans l'année les mots-clés ou les templates qui sont les plus populaires en France, pour donner une idée de ce qui cartonne le plus. Mais effectivement, tu viens de soumettre une idée intéressante. C'est cadeau, voilà. Merci. T'es pas venu pour rien. Allez, il y a une guerre quand même en cours. Il y a une guerre à FIFA, faut le dire, hein, c'est Canva versus Adobe, voilà, faut le dire. Et chez Supernatif, nous, cette guerre, on la vit, je vais dire, en frontline. Hein. Je vais être très honnête avec toi, je peux te dire que nos créas, ils ont du mal à quitter Adobe pour venir chez Canva. On a eu beaucoup de conversations avec eux, j'en ai eu beaucoup. Tout à l'heure, je sais qu'après cet épisode, tu vas avoir une conversation avec eux aussi, et j'aimerais que tu leur donnes ton point de vue. Pourquoi est-ce que tu penses que les créatifs qui se servent le plus souvent d'Adobe, hein, c'est leur outil initial, on va dire, ils sont aujourd'hui encore un peu réticents avec la plateforme Canva? Alors, déjà, de notre point de vue, il n'y a pas de guerre entre Adobe et Canva, ok? Mais il y a une différence d'appréciation, on va dire, et aussi de préjugés. C'est-à-dire qu'en gros, beaucoup de créateurs utilisent Photoshop parce que déjà, c'est un outil qu'ils connaissent depuis longtemps, et l'idée, c'est pas de choisir l'un ou l'autre outil. Déjà, avant d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est de pouvoir voyager à travers les outils et utiliser celui qu'on a envie d'utiliser et qui est en accord avec le type de création qu'on a envie de faire. Voilà.
un graphiste, selon sa nature créative, selon ses tendances, selon son style, il peut préférer créer sur Adobe parce que il a ses habitudes, parce que c'est un outil de spécialiste, c'est un outil qui est ultra abouti, qui est un très très bon outil. Canva, comme je le disais tout à l'heure, si tu es un graphiste et que tu es un professionnel de l'image et que tu as l'habitude d'utiliser Canva parce que c'est un outil qui est très poussé, tu peux utiliser Canva, pas parce qu'il va être plus intéressant ou aussi qualitatif que Photoshop. Tu vas utiliser Canva parce que peut-être que tu as envie de travailler plus rapidement, ou peut-être que tu as fait une présélection des templates qui sont qui collent le plus avec ton style, que tu peux transformer rapidement, etc. Et, tout. Et donc, ça peut te permettre de gagner du temps. Ça peut te permettre de gagner du temps aussi dans la gestion de tes dossiers. Canva, c'est aussi un outil de collaboration, de travail. C'est un outil tout en un où tu peux organiser tes dossiers, où tu peux faire des mood boards, où tu peux faire plein de choses que tu ne vas pas forcément faire sur Photoshop. Donc, moi, je le vois plutôt comme un outil complémentaire. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je le disais, mais les graphistes ou les professionnels de l'image qui utilisent Canva, ils l'utilisent pas parce qu'ils se disent que c'est mieux que Photoshop. C'est pas du tout une question de comparaison. C'est juste que on va dire que Canva, ils vont plus l'utiliser pour l'organisation ou pour de la veille ou pour de l'inspi. Alors que Photoshop, ils vont le faire parce que c'est leur outil. C'est comme si un peintre qui peignait depuis 10 ans, on lui disait tu vas créer mais tu vas changer d'outil. Il n'est pas obligé de changer d'outil. Mais par contre, il peut utiliser un autre pinceau pendant qu'il cherche, pendant qu'il fait son orga, qu'il fait son inspiration, etc. Donc, on peut l'utiliser en complément. Qu'est-ce que tu penses nous, on a un workflow un peu spécial qu'on a mis en œuvre. C'est justement, c'est sur le sujet de la complémentarité. C'est-à-dire qu'on va avoir des DA qui vont utiliser leur outil premier, Adobe, Illustrator, Photoshop, etc., vont faire leur truc. On va avoir une première phase d'échange autour de ça, un niveau DA. Et une fois que ça c'est validé, ils vont le disposer, aller l'intégrer au cœur de Canva, donc réintégrer les calques, etc., etc. Et le mettre à disposition d'équipes qui vont en faire des déclinables. Donc en fait, ils ne font pas le processus d'inspiration ou de travail en amont, ils ne font pas le travail de recherche sur Canva. Non, ils font leur travail de création, on va dire, et de recherche ailleurs. D'accord. Et leur travail de création sur Photoshop. Et par contre, après, la déclinaison de ces formats, l'adaptation, la mise en, on va dire, en vie de cette DA dans le temps, elle est faite du côté de Canva, où tu vas avoir, les stories, je t'ai fait 3, 4, 5 templates, je te les ai mis dans Canva à l'attention des équipes CM qui, elles, vont jouer avec les éléments mis à disposition. Est-ce que ça te semble cohérent ou est-ce qu'on rate un truc là ? C'est un très bon process. C'est un très bon process parce que si vos créateurs utilisent Photoshop et qu'ils sont à l'aise sur Photoshop, déjà, c'est déjà un process nouveau que d'intégrer Canva dans sa façon de travailler, dans son workflow. L'idée, c'est d'y aller petit à petit, donc c'est très bien d'utiliser Canva justement pour partager le contenu, le diffuser, l'adapter, le redimensionner si besoin, etc. C'est parfait. Ok. Bon, peut-être qu'on est sur le bon chemin avec nos équipes créa. Vous venez de sortir une fonctionnalité de calque. Ouais. Justement, ça c'était un des reproches que me faisait mon studio tout le temps. Mais Canva, il n'y a pas de calque. Ouais. Ça peut pas marcher, du coup il n'y a pas de calque. Nous on bosse avec ça. Est-ce que justement ce type de fonctionnalité, c'est un moyen de convaincre les créatifs et professionnels un peu hardcore des outils de basculer définitivement sur Canva ? Alors c'est un argument complémentaire, c'est clair, on ne va pas s'en cacher, mais il faut quand même avouer que si on l'a fait, c'est parce que nos utilisateurs nous le demandent depuis 3 ans. Ouais. On est content. Et qu'au bout d'un moment, il était temps. Ouais. Donc oui, si ça peut être un argument supplémentaire, c'est top, mais la priorité à la base, c'était de pouvoir proposer ça à nos utilisateurs et de pouvoir aussi aller plus loin. Parce que l'idée, c'était d'abord de faire en sorte que nos utilisateurs soient déjà suffisamment familiers de la plateforme, qu'ils soient déjà suffisamment familiers des fonctionnalités de base pour ensuite ajouter les calques. C'est ça le but. Comme on ne pouvait pas l'amener d'un coup. Parce qu'il fallait y aller petit à petit. Le but à la base, c'était vraiment de simplifier. Donc la pratique du copier-coller ou des boutons ultra intuitifs, il fallait qu'on les garde. Et mine de rien, le fait d'ajouter les calques, tout le monde n'utilise pas les calques sur Canva. Ouais, aujourd'hui, c'est une fonctionnalité qui prend pas forcément. C'est-à-dire, vous avez vos utilisateurs ça prend complètement. Ouais, okay. Mais par exemple, les enseignants, c'est pas ce qu'ils vont utiliser. Bien sûr. Les étudiants, c'est pas forcément non plus ce qu'ils vont utiliser. Par contre, les CM ou les créateurs, etc., là, oui, ils l'utilisent. Mais nous, on sait qu'avec le temps, ils vont l'utiliser, mais que c'est aussi une question de délai. C'est-à-dire que d'abord, il faut bien maîtriser la plateforme avant de se dire, bon, ok, je vais regarder ça qui a l'air un peu compliqué. Parce que quand ils n'y connaissent rien, ils ouvrent les calques sur Canva et ils voient tout ce qui est empilé
filet, etc. Ils ne comprennent pas forcément qu'il s'agit de positionnement des éléments. Pour eux, ça a l'air trop complexe encore. Mais une fois qu'ils deviennent familiers, ensuite, après, ils sont OP pour découvrir les autres outils. Est-ce que tu penses, Afifia, qu'on assiste à la naissance de graphistes Canva? Alors je sais que je suis pas sûr que ça va te plaire ce que je vais dire, mais c'est-à-dire initialement le parcours obligatoire pour un DA, pour un graphiste, c'était de maîtriser Photoshop, c'était de maîtriser la suite Adobe, c'était comme ça, c'était un prérequis nécessaire. Mais on voit aussi des gens qui sont extrêmement créatifs et qui n'utilisent pas ces outils-là, qui en utilisent d'autres, dont Canva. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on voit des créatifs nets qui se passent totalement de Photoshop et qui disent non mais moi j'ai une liberté totale sur Canva, les templates c'est cool mais je crée from scratch avec Canva et c'est mon outil, donc même quand vous venez me mettre vos calques, ben, en fait c'est pas mon école, mon école c'est celle de Canva, du copier-coller, je déplace des trucs, aussi une école un petit peu parfois de la débrouille pour que ça fit. Est-ce que tu as le sentiment que ça vous avez des purs produits maintenant de Canva, des créatifs 100% Canva? Mais Canva, c'est devenu une compétence sur les CV, c'est une compétence officielle. Donc, on peut dire que oui. Après, est-ce que utiliser Canva pour créer, est-ce que utiliser un outil facile pour créer, ça veut dire faire quelque chose qui a une qualité inférieure à une personne qui va utiliser un outil complexe? Est-ce que la qualité, ça doit être complexe? Nous, on ne le pense pas. Ah bah ça, c'est très intéressant. Je pense que c'est clé, tu vois, ce que tu dis là, parce que il me semble qu'aujourd'hui, encore chez les créatifs, il y a un sujet de méritocratie autour de l'apprentissage. C'est dur d'apprendre Photoshop, ça prend des années, c'est compliqué, etc. Ben oui, mais peut-être que c'est pas ça le fond du c'est sujet. pas ça du tout. Et d'ailleurs, l'évolution numérique nous le prouve. Hein. Là, l'arrivée de ChatGPT, on voit bien que la complexité, c'est pas ce qui va faire la qualité, c'est autre chose. Bah justement, j'aimerais qu'on parle de tous ces sujets un petit peu facilitants, notamment l'IA. Hein, depuis quelques années, vous avez ajouté des fonctionnalités dont certaines sont vraiment des game changers. Il y a les déclinaisons automatiques de format, ça c'est historique quasiment chez Canva, mais quand c'est arrivé, c'était ouf. Hein, donc j'ai besoin d'une bannière, j'ai besoin d'un carré, j'ai besoin d'un... j'ai mes déclics quasiment automatiques, ça c'était incroyable. Il y a des outils de traduction automatique. Ouais. Ça, c'est quand même pareil, c'est quand même assez génial. Je fais ma créa, je demande ensuite à Canva de la traduire, puis il me fait des propositions. Et puis, plus récemment, donc, vous avez sorti une panoplie d'outils qui, là, carburent avec de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces différents outils? Moi, il y en a un qui m'a fait kiffer, c'est notamment Magic Edit, là, qui est assez ouf. Raconte-nous un peu, qu'est-ce qu'il y a de disponible aujourd'hui sur Canva? Alors, on a intégré l'IA sur Canva et on s'est demandé comment on pouvait personnaliser encore plus la création. Parce que, évidemment, les mots-clés, la personnalisation, faire en sorte de ne jamais utiliser un template tel qu'il est, c'est un peu le nerf de la guerre chez Canva. Si on veut avoir un contenu qui est crédible et qui n'est pas simplement un copier-coller, ou en gros un contenu clone. Donc ça, c'était déjà la première chose. L'arrivée de l'IA, Mélanie Perkins, c'est quelqu'un qui a une très bonne intuition et qui a une très bonne perception sur l'évolution des choses. C'est pour ça qu'elle a deviné dès le départ que le contenu allait être clé et elle a compris bien avant bien avant que l'arrivée de ChatGPT s'officialise, que l'intelligence artificielle allait être un tournant. Et l'idée, c'était de l'intégrer sur la plateforme pour faciliter la création, mais surtout intégrer l'IA de façon à ce que la plateforme reste aussi facile qu'elle l'était jusque-là. Donc ça a été un premier travail assez difficile parce que l'idée, c'est de pouvoir proposer du contenu avec du clic. Donc proposer de l'intelligence artificielle, mais uniquement cliquer sans forcément rentrer dans un processus complexe de création. Soit qu'il y a à faire des prompts complexes, quoi. Exactement, exactement. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti une série d'outils. Tous les outils liés à l'intelligence artificielle qui sont arrivés sur la plateforme sont amenés à évoluer. Et ils vont évoluer en même temps que l'intelligence artificielle va évoluer aussi. Donc c'est vraiment un très très gros chantier. On a différents types d'outils. On a d'abord, donc du coup, Magic Edit. On a un outil surtout qui est d'ailleurs le premier par lequel on a commencé, qui est donc Text to Image. Et donc en gros, l'idée, c'est parfois on veut chercher un contenu sur la plateforme. Je sais pas, si par exemple tu as envie d'un visuel, un template avec une petite fille et un ours dans une forêt, tu vas peut-être pas le trouver sur Canva si tu tapes ces mots-clés. Par contre, tu vas pouvoir utiliser Text to Image pour
écrire ce texte et générer une image qui est en accord avec les éléments que tu as mis dans ce texte. C'est quoi l'IA qui est derrière ça? C'est quoi l'IA générative? Alors, est-ce que c'est Midjourney? on a Est-ce que c'est OpenAI? OpenAI. On a un partenariat avec OpenAI. Et on essaie aussi de travailler avec des startups et des gens qui travaillent autour de l'IA de façon indépendante et qui ne sont pas forcément liés à l'OpenAI. Donc forcément, tout comme l'OpenAI là est en pleine exploration, on est aussi en pleine exploration. Et donc là, pour le moment, le text-to-image, il commence à bien fonctionner et il est surtout maintenant bien adapté en France parce qu'au départ, il était surtout adapté en anglais. Donc là, il y a un gros travail de localisation qu'on est en train de faire et qui est en cours d'adaptation. Et c'est un petit peu l'enjeu, en gros. C'est comment faire pour localiser les outils d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est la première chose. On a également, mais comme tu l'as dit, les outils de traduction. Ça, c'est génial parce que... Pourquoi c'est génial? Parce que sur Canva, on peut choisir la langue qu'on utilise sur Canva. Et si on change la langue... Si par exemple je mets la langue, le portugais, je vais avoir énormément de templates brésiliens, de templates portugais qu'on ne va pas trouver si on utilise Canva uniquement en français. C'est une bonne astuce, astuce, ça. Donc c'est comme si en gros on ouvrait vraiment les portes de Canva et qu'on a du coup une proposition de template qui est beaucoup plus large. Donc le fait d'utiliser l'outil de traduction automatique sur un visuel ou un template ou une présentation qui va être en portugais ou en japonais, etc. et tout, ça permet déjà de gagner du temps et d'avoir de nouvelles possibilités en termes de création. Première chose. L'autre chose, évidemment, comme je l'ai dit, c'est la personnalisation. L'écriture magique. L'écriture magique, c'est le fait de pouvoir générer, par exemple, un texte uniquement avec 5 mots-clés. Et voilà, moi je voudrais un post LinkedIn qui parle de social media, etc. Et donc, ça va nous générer un texte qu'on va pouvoir partager donc sur LinkedIn. ChatGPT derrière, du coup, si je comprends bien. Ouais. C'est ça. Ouais. Et puis alors, juste pour revenir sur Magic Edit, parce que ça, c'est quand même c'est splendide. Je suis tombé sur une démo, je pense que c'est sur votre site d'ailleurs, une petite vidéo de démo, où on voit une main qui tient une pâquerette, quoi. Ouais. Et en fait, j'utilise une pipette pour transformer cette pâquerette en rose, par exemple, assez facilement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, on peut remplacer n'importe quel élément. On peut l'utiliser aussi en combinaison avec la gomme magique. Gomme magique qui commence à être ultra utilisée, qui, on pense, va devenir aussi populaire que le suppresseur d'arrière-plan. Ouais, donc gomme magique, c'est j'enlève un élément d'une photo, quoi. On peut, un élément, un détail, mais c'est quelque chose de très, très précis. Et on peut aussi le coupler avec le dessin, la nouvelle fonctionnalité dessin, qui fait qu'on peut utiliser Canva avec un stylet sur une tablette. Donc, en termes de création, si on veut gommer, ça, tu leur diras tout à l'heure à mes créas, ça. Tu leur expliqueras aussi qu'on peut utiliser la tablette. Ouais, avec plaisir. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau qui permet de gagner en fluidité au niveau de la création. Donc, l'idée, c'est de tester. Et évidemment, tous ces outils sont présentés sur la homepage de Canva. C'est-à-dire que sur la homepage, si vous ne les avez pas encore ouverts, il y a une série de cadeaux. Voilà, de cadeaux digitaux. On peut cliquer sur chacun des cadeaux, ça s'ouvre et on découvre la nouvelle fonctionnalité qui est liée à l'IA qui vient d'arriver. Et donc, vous pouvez comme ça découvrir les outils qui fonctionnent le mieux pour vous. Par exemple, je sais qu'il y a la traduction automatique qui nécessite encore quelques réglages. Alors, elle fonctionne déjà très bien, mais c'est juste qu'il y a des petits tips, justement, on est en train de faire un post à ce sujet pour les partager, pour faciliter la traduction. Par exemple, le fait de revenir à la ligne ou de faire des espaces, ça fait que la traduction, elle est beaucoup plus claire, etc. Donc, il y a pas mal de tips qu'on va partager. Puis, on est encore en train de travailler dessus pour le préciser, le rendre encore plus précis. Et l'autre enjeu qu'on a, c'est qu'en ajoutant autant de liberté sur Canva, je pense notamment, par exemple, à la fonctionnalité de l'écriture magique, qui permet de générer n'importe quel texte, n'importe quel type de contenu écrit. L'idée, l'enjeu, c'est de pouvoir contrôler ça pour limiter les dérives et faire en sorte que l'outil ne génère pas un contenu problématique. Ouais. Donc, c'est un gros travail qu'on est en train de faire. Et alors, j'ai découvert très récemment, vraiment très récemment, que Canva intégrait aussi des fonctions de publication social media. Alors, je ne sais pas si j'étais passé à côté de cette fonction ou si elle est un peu planquée dans le workflow. Mais en gros, je peux créer mon contenu aujourd'hui sur Canva
et planifier sa publication et laisser Canva gérer, publier au bon moment. Donc là, vous empiétez directement sur les plates-bandes des outils de social media management. Donc bien sûr, les outils natifs de Meta, si on parle d'Instagram et de Facebook, mais aussi les buffers, Agora Pulse, etc., etc. Est-ce que l'idée, c'est de faire de Canva, parce que là, on va au-delà de la création de contenu, hein, on est clairement sur la publication. Est-ce que l'idée, c'est de faire de Canva un outil all-inclusive pour les CM notamment ? Complètement. Ouais. C'est d'avoir un outil tout en un, de proposer tout ce qu'il est possible de proposer, tout ce qu'on est en mesure de proposer pour la publication. Et oui, sur Canva, l'idée, c'est de publier tout et partout. Est-ce que vous allez intégrer la publication des stories ? Parce que là, il y a des on aimerait annonces bien, qui viennent d'être faites. On a vu. Écoutez, on aimerait bien. Là, pour le moment, on est en train de travailler sur la publication des carousels, qui est un petit peu en gros, ce qui manque pour l'instant sur la publication Canva. Ça serait top. Via parce Canva. Que les carousels via Canva, c'est quand même parfait. Ouais, pour le moment, on peut partager les posts, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, Twitter. Enfin, en gros, tous les contenus existants, on peut les programmer. On a un calendrier. D'ailleurs, il est assez bien fait, c'est intéressant aussi parce que ça donne aussi une visibilité de contenu, ça permet de créer du contenu, en gros le green content, le contenu qui revient régulièrement, faire plusieurs campagnes, préparer un contenu, ça permet aussi de faire du rappel, d'avoir un calendrier qui nous permet de pouvoir observer qui publie quoi, et notamment quand on travaille en équipe. Quand on travaille en équipe, c'est génial. Est-ce que j'ai un outil pour gérer ma grille à cet endroit-là aussi ? Comme peuvent le faire d'autres, là j'ai plus en tête, mais ils sont nombreux. Alors, pour gérer la grille, il y a différentes astuces sur Canva, mais on peut intégrer, en gros, Instagram est intégré dans Canva. Donc, en gros, on peut créer avec son feed à côté. Oh, mais là, il y a plein de trucs que j'ai ratés. Je ne sais pas comment c'est possible d'avoir raté tout ça. Vous allez vite, les amis de chez Canva. Est-ce que justement, il y a des fonctionnalités qui aujourd'hui sur Canva que les utilisateurs n'utilisent pas souvent alors qu'elles sont, à ton avis, super efficaces, super utiles ? Moi, celle-ci, par exemple, j'hallucine de la découvrir maintenant parce que le compte Instagram ? Oui, par exemple, et puis aussi juste les outils de publication directement, parce qu'on a, nous, à côté d'autres outils, et je me dis, c'est un peu con d'avoir plein d'outils comme ça qui s'empilent. Est-ce que toi, tu connais, tu aurais des fonctionnalités comme ça où tu te dis, celle-ci, elle est méconnue, cette fonctionnalité, et pourtant, elle peut vraiment changer la vie d'un CM ou d'un créateur de contenu ? En termes de contenu qui est inconnu et que pourtant on utilise beaucoup chez Canva, c'est en gros une adresse un peu cachée qui est canva.com/colors, sur laquelle on va trouver les 4 outils principaux de colorimétrie sur Canva. En fait, il faut savoir que la plupart des erreurs qui sont faites, en tout cas une des principales erreurs qui est faite dans les contenus sur Canva, c'est que les couleurs sont mal gérées. Les gens, par exemple, ils vont aimer, ils aiment la couleur violette, ils vont créer un contenu violet. Et il faut une couleur complémentaire. Ah oui. Mais ils ne savent pas. Et c'est pas le rouge. Voilà, mais ils vont dire, moi j'aime bien le violet. Voilà. Et je sais pas, j'aime bien le bleu, par exemple. Et ils vont les mettre ensemble sur des tonalités différentes, etc. Et ça fera bien l'affaire. Et ça fera bien l'affaire, sauf que ça ne va pas matcher et ça va nuire au contraste. Il faut savoir que quand on est sur Instagram, par exemple, et qu'on va scroller, on voit plein d'images. Et nos yeux vont s'arrêter sur telle image ou telle image. Et en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi on s'arrête. C'est juste que, elle nous saute aux yeux. Sauf que inconsciemment, le cerveau sait pourquoi il aime bien, pourquoi il s'est penché sur cette image-là. C'est parce que le contraste était fort. Parce que l'agencement des couleurs fonctionne et qu'il correspond à quelque chose qui match, en fait. Qui fait que dans l'inconscient collectif, dans la culture inconsciente collective, ces 2 couleurs matchent bien, que le contraste fait que ça va plus susciter l'intérêt qu'un autre type de contenu. Et cet outil-là, ce site-là, canva.com/colors, va vous permettre de retrouver les 4 outils fondamentaux pour gérer les couleurs sur Canva, et c'est la base. Voilà. Trop bien ça. Super, merci pour et d'ailleurs, que ce soit sur Canva ou ailleurs, pour gérer l'identité visuelle en général, et c'est une astuce qu'on présente d'ailleurs régulièrement quand on fait des webinaires ou des conférences. Trop bien, merci pour l'astuce. Est-ce que vous allez demain intégrer un outil de gestion de conversation carrément au cœur de Canva ? Parce que là, je peux créer mes contenus, pour le moment, c'est pas encore dans les tuyaux. Je dis pas qu'on n'en parle pas, mais c'est pas encore dans les tuyaux.
Bon, très bien. Eh ben, affaire à suivre. Afifia, merci beaucoup. On s'est dit déjà beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Alors, quel est le point de départ là si on veut, si on connaît pas Canva, ce qui, je pense, est le cas de peu de gens qui nous écoutent, mais surtout si on veut aller un cran plus loin sur Canva et comprendre toutes ces dernières fonctionnalités, où est-ce qu'on va? C'est quoi le meilleur endroit pour découvrir Canva version 3.0? L'idée, c'est d'aller sur canva.com et de tester Canva Pro. C'est gratuit pendant 30 jours. Amusez-vous. L'idée, c'est de s'amuser, de découvrir la plateforme. En fait, le compte Canva, deux comptes Canva peuvent être complètement différents. L'idée, c'est d'utiliser Canva, de le faire en sorte qu'il vous ressemble, que ce soit votre tableau de bord, de création, de gestion de votre identité visuelle, de votre marque ou de vos contenus, et de vous amuser et de tester. Tester pendant un mois. Et puis toi, alors Afifia, si on veut échanger avec toi, c'est quoi le meilleur endroit pour aller te voir? Alors tu as dit dans les MP, si vous avez des questions, elle peut répondre, mais peut-être sur LinkedIn. Quel serait le réseau sur lequel toi, tu es à titre perso, c'est plus facile de venir te parler avec toi? Alors, en CM, en DM sur les réseaux, ça va être Anne-Gaëlle Planche qui vous répond gentiment et qui est super. On salue Anne-Gaëlle. On salue Anne-Gaëlle. Et moi, on peut me retrouver sur LinkedIn. Afifia Beladoun sur LinkedIn. Voilà. Eh ben, écoutez, très bien. Merci beaucoup, Afifia. Merci pour cette discussion super intéressante. J'espère, chers amis, et notamment à mes amis, là, je vais m'adresser directement à mes amis créa et à mon studio, là, les amis de chez Supernatif. J'espère que ça vous a ouvert un peu les chakras, ça vous a donné envie d'aller creuser plus loin sur cet outil. Moi, je pense que Canva aujourd'hui, effectivement, c'est pas pour rien que c'est dans le starter pack du CM, c'est que ça fait gagner beaucoup de temps, que c'est certainement pas un frein à la créativité, bien au contraire, et que plugger tout ça habilement avec vos outils déjà existants et vous pouvez faire exploser votre capacité à créer, et c'est quand même très très cool. Merci à Fifia pour tout ça, merci pour l'échange. C'était un plaisir. Et puis les amis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec une pote, avec un pote. Vous connaissez le principe. Et puis balancez les 5 étoiles, le petit com qui va bien si vous êtes sur Apple Podcast et Spotify. Merci tout le monde. Salut, ciao, bye bye. Au revoir. Voilà, Afifia, on a fini l'enregistrement, mais on est encore en direct. Ok. Voilà, merci, c'était super bien. Avec plaisir. Moi, j'ai adoré. Cool. Par contre, j'ai super froid. T'as pas froid? Il fait un peu froid. Ouais. Est-ce que tu crois qu'Abigail, tu peux éteindre la clim? Pardon, excusez-moi les amis sur Twitter, mais depuis tout à l'heure, je me disais, est-ce que je me lève? Ça va. J'espère que t'as pas pris froid. Donc merci. Bon, merci pour. Il y a quelques questions là qui sont tombées sur Twitch. Merci à vous qui nous avez suivis en direct. J'espère que comme moi, vous avez kiffé. Il y avait beaucoup de choses. On aurait pu parler longtemps avec Afifia sur les détails et les petites fonctionnalités, mais bon, c'est un petit tour d'horizon. Merci pour ça. Il y a Pierre Dron qui nous dit le truc sur Canva, c'est que tu uploades une photo et tu récupères les couleurs de cette photo et il trouve ça brillant. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un truc qui marche vraiment très bien, qui est à mon avis un bon point de départ quand on est un peu en bug sur sa colorimétrie. C'est que tu as un visuel de départ. Dans quelle couleur je mets la typo? Déjà, je peux aller voir la palette de couleurs comme propose Canva, quoi. Exactement. Voilà. Donc effectivement, Zardonia qui dit Anne-Gaëlle est vraiment super gentille. Elle est géniale. Voilà, donc je sais pas, Zardonia, tu as déjà eu affaire au CM directement en DM, j'imagine, sur Insta, donc c'est cool. Voilà, donc il y a plein de monde qui te remercie. Il y a même notre motion designer chez Supernatif qui s'appelle Francis 15 et qui dit trop bien cette rencontre. Donc j'ai l'impression qu'il y a tiré des enseignements. J'espère que tu seras là tout à l'heure quand on discutera plus spécifiquement. Il y a Zardonia qui dit cet outil est vraiment sympa, mais j'ai du mal à le prendre en main. Alors de quoi tu parles, Zardonia? Est-ce que tu parles de Canva Colors ou est-ce que tu parles de peut-être de Canva Colors? Je sais pas. Précise-nous ça en commentaire. Qui est-ce qu'on a d'autre? Il y a Anso Graphique qui nous dit quid des similitudes possibles et devenir un Smartly. Un Smartly? Ouais. Tu connais Smartly? Qu'est-ce que c'est un Smartling? Smartly. Alors, je connais Smartling, mais Smartly, ça ne me dit rien. Smartly AI, plateforme de chatbot. Je ne sais pas ce que c'est Smartly. GTM Automation. Explique-nous ce que c'est Smartly. Smartling, peut-être que j'ai mal compris ce que tu disais. Précise-nous tout ça en com. Bon, bref, plein de monde qui te remercie d'être là. Merci encore. Merci tout le monde. Il y a Pierre Dron qui dit la difficulté, c'est que Canva va super vite sur les nouveaux outils et on a un peu du mal à suivre pour intégrer tout ça dans nos routines. Est-ce que ça, c'est un truc dont vous avez la perception ou pas? En gros, c'est pas parce qu'on intègre de nouveaux outils qu'il faut à tout prix les utiliser. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, il y a un délai.
entre les personnes qui vont d'abord apprendre à bien maîtriser Ouais. la base de Canva, parce que Canva, c'est un écosystème. Donc, c'est une façon de travailler, une façon de voir, et donc il faut s'habituer. Un peu comme quelqu'un qui découvrirait le smartphone aujourd'hui. Ouais. Voilà. Il faut d'abord être passé peut-être par un vrai téléphone. Ou voilà. Et il faut une période Ouais, je d'adaptation. Ouais. Donc, c'est pas parce que les nouveaux outils arrivent qu'il faut à tout prix les utiliser, mais le jour où ces personnes-là seront à même de les utiliser, ou ou le jour où l'intelligence artificielle sera un peu plus intégrée dans leur quotidien, ils auront peut-être plus la facilité et le réflexe d'utiliser ces outils IA. C'est cool de pas tout utiliser sur Canva. C'est cool d'y aller. Mais c'est étape pas par étape. possible surtout. Ouais. Il y a tellement, en plus on travaille avec tellement d'applications avec lesquelles on est en collaboration. Par exemple, il y a énormément d'applications qu'on utilise pour les enseignants, que les enseignants utilisent et qu'on a adaptées dans la plateforme, qui sont d'aucune utilité pour un CM par Des apps exemple. tierces qui viennent se mettre dedans. Oui, Ouais, Et ok. oui, en fait, l'idée, c'est pour ça que Canva Éducation est gratuit aussi, l'idée c'était de pouvoir proposer une plateforme pour les enseignants et les enseignantes, et c'est aussi collaboratif, c'est-à-dire qu'un enseignant, par exemple, va créer un visuel, le mettre sur Canva, l'élève va répondre aux questions, les parents vont être au courant du devoir qui a été fait, etc. Il y a un truc ultra collaboratif, ça permet trop aussi bien. aux enseignants de proposer des contenus, des templates, des fiches d'exercices qui sont ultra personnalisés, qui amusent, et apporter ce côté, ludique à l'éducation. Alors, il y a Zardonia qui nous dit qu'elle suit Ronnie et Diana sur YouTube. Je sais pas si tu Ouais, connais. Voilà, ouais, elle ouais. dit que c'est trop bien pour se tenir au courant des Oui. nouveautés Canva et qui sont certifiés Canva designer. C'est Ronnie a travaillé chez Canva. bah voilà. Donc écoute, très c'est bien. des pros, on les adore. Il y a Pierre Dron qui nous dit perso les outils sont dingos, virer le fond, améliorer les images, c'est top. Merci pour ces évolutions. Bémorati qui dit moi j'adore la nouvelle fonctionnalité qui permet de déplacer un élément d'un point A à un point B pour une animation délirante. Mais oui, ouais. Ça, on nous l'a demandé depuis Je vois pas ce que tellement c'est ça. longtemps. Je vois pas de quoi elle parle. En gros, jusque-là, on pouvait déplacer ou apporter de l'animation sur des éléments. Donc, Oui. apporter des animations. Et là, en gros, on a fluidifié ces animations, ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus subtiles et ça va de pair justement avec les améliorations vidéo. Au fur et à mesure qu'on améliore en fait les fonctionnalités vidéo sur Canva, on améliore aussi tout ce qui est animation parce qu'on comprend les principes de fluidité et on peut les intégrer. D'accord, ok, trop bien. La nouvelle gomme magique aussi, super bien. Bon bah voilà, t'as Mais plein de... la gomme magique, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va détrôner, c'est limite, ça va détrôner le suppresseur d'arrière-plan qui était dans le top 3 des fonctionnalités les plus utilisées. Ok, et donc c'était smartly.io dont on nous parlait. Supercharge your Facebook and Instagram campaign smartly. Voilà, je ne connaissais pas. D'accord. Alors je suis pas capable de répondre à cette question. Excuse-nous, on ne connaissait pas. Bon, les amis, merci beaucoup. On va laisser Afifia. Voilà, on va aller boire un petit café, puis après on va aller papoter dans le coin. Merci à vous en tout cas pour ces échanges. C'était top. Merci encore Afifia. Avec Merci plaisir. beaucoup. Les amis, on se retrouve demain 9h du mat ici même sur cette channel. J'espère que vous avez kiffé ce moment autant que moi. N'hésitez pas, pour ceux qui ont sub à cette channel Twitch, à remater l'épisode ici en vidéo. Vous avez cette opportunité-là, et puis à le partager. Pareil, avec une pote et un pote. On vous souhaite une très très belle journée. Rendez-vous demain. Salut tout le monde. Ciao, bye bye.